Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Alexis Rosenzweig. Bonjour Claude de Saint-Pierre. Bonjour, ravi de vous rencontrer. C'est un honneur d'être ici chez vous. Nous sommes au cœur du 16e arrondissement de Paris et on se croirait dans un musée tchèque. C'est très très étrange et pour ce nouvel épisode de notre podcast Dialogue Paris-Prague, nous sommes vraiment honorés de pouvoir vous parler. Merci encore de nous recevoir. Racontez-nous pourquoi est-ce que autour de nous il y a ces tableaux d'artistes, parfois d'artistes très célèbres, venant de Tchéquie. C'est le hasard de la vie. Mon mari est ingénieur, il a beaucoup travaillé pour les Américains, et puis il a été sollicité pour venir, après la chute du mur de Berlin, donner des conseils aux entreprises et les aider à renouer des contacts commerciaux avec principalement la France. Donc, nous sommes partis là-bas. Nous sommes partis et nous avons séjourné à Prague et à Brno, là où il y avait bien sûr des forges et où il travaillait. Moi, je l'accompagnais et tout était différent, tout était nouveau. Le communisme venait de tomber, la Tchéquie et la Slovaquie venaient de se séparer. Le communisme était tombé, mais on voyait encore des traces. Mes souvenirs de Prague, c'est avec des plaques de crépi qui manquaient au mur. Alors, je l'accompagnais régulièrement. Lui, la plupart du temps, était à ses affaires. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Rester à l'hôtel, faire du tourisme dans les rues. J'ai trouvé qu'il fallait que je comprenne ce que je voyais. Que vous dire ? J'ai été guidée par le hasard. Et puis, en regardant. Alors, par exemple, à Prague, un jour, je passe dans la Narodni, en descendant pour prendre un café toute seule au café Slavia. Vous connaissez tout ça par cœur. Et puis, je vois les Topic. Comment prononcez-vous ? Topic Salon ? Topic. Qui ont été un lieu d'exposition, qui est un très bel immeuble de la Narodni, Art déco, que vous connaissez. Et je suis entrée. J'ai vu une exposition, il y avait une vente. Alors, je me renseigne, bien sûr. Je fais venir mon mari. Et nous voyons un tableau qui est le Boštík derrière vous là-bas, Jérusalem. Václav Boštík. Václav Boštík. Et cette œuvre nous fascine. Nous nous disons, c'est pour nous. Mais comme ça, bêtement. Et nous sommes en quelle année là ? Nous sommes là, alors là, c'est un peu plus tard, excusez-moi, mais on va voyager dans le temps. Là, c'est en 2006 ou quelque chose comme ça, 2005, 2006. Oui. Parce qu'une œuvre de Václav Boštík est également la première œuvre tchèque que vous avez achetée, c'est bien ça ? C'est la première œuvre importante tchèque que nous ayons achetée, à part des photos. Les photos, nous avons commencé plus tôt, parce que nous avons été sollicités tout simplement au Café Slavia. Au Café Slavia, il y a une partie du Café Slavia où vous avez des photos, des tirages argentiques sur les murs. Et un jour où je prenais un café à une table voisine, toujours le café, eh bien on m'entend parler, je dis « Oh là là, ils sont intéressants ces tirages argentiques ». Et une personne que je ne connais pas, un homme, me dit « Mais je connais un conservateur qui vendrait des photos. Il a besoin de faire des travaux chez lui. » Eh bien, je lui dis, je ne le connaissais pas, nous allons nous rencontrer dans le lobby de mon hôtel. Nous nous rencontrons, et c'est là où j'ai trouvé Zdeněk Primus, quelqu'un qui est devenu important pour nous, car il était effectivement curateur d'exposition, très au courant de la photo tchèque, et nous lui avons acheté beaucoup de photos. Alors ça, c'était avant. C'était beaucoup plus tôt, c'était plus facile. Nous partions avec nos photos sous le bras. Nous n'étions pas encore vraiment conscients qu'il se passait quelque chose.
Claude de Saint-Pierre, à quel moment vous décidez réellement à faire une réelle collection d'art tchèque? À ce moment-là, nous nous sommes dit en peinture, comme en photo et comme en sculpture, parce que nous avons commencé à aborder la sculpture avec Stanislav Kolibal, c'est un monde. On passe de l'un à l'autre, tout se tient. Il y a à la fois un désir de création, d'évasion, de liberté, de beauté, de poésie. Et nous pouvions faire une collection parce qu'il y avait un sens à donner à un ensemble. Avant, nous nous étions contentés de mettre au mur, côte à côte, si je peux dire, des noms. Et nous avons compris ce que c'était une collection grâce à la République tchèque, aux artistes tchèques et à nos visites tchèques. Nous n'aurions peut-être pas fait ça auparavant. Vous avez choisi de vous concentrer sur une période bien définie. Laquelle et pourquoi? Alors, nous nous sommes concentrés, grosso modo, 50, 60, 70. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a le plus facilement montré. C'était dans une actualité proche par rapport à la chute du mur de Berlin, par rapport à notre présence, vous voyez. Donc et puis nous avons trouvé une telle quantité d'œuvres que nous trouvions différentes de ce que nous avions vu à Paris. Nous avons cherché à Paris si nous trouvions des ouvrages. Nous n'avons rien trouvé. Et ce que nous trouvions en République tchèque, c'était à usage interne, avec au mieux une page d'explication en anglais. Donc nous nous sommes dit, non, je ne veux pas prendre de grands mots comme devoir, mais nous nous sommes dit, c'est une opportunité extraordinaire. Il faut que nous montrions que c'est ça qu'il faut que nous collectionnons. C'est notre chose et c'est ça que nous avons envie d'avoir. C'est pas seulement une démarche intellectuelle, c'est parce que nous avons mieux compris en accrochant, comme vous le voyez ici, de la photo, nous l'avons toujours fait, de la photo avec des papiers, avec des gravures, avec des toiles, avec de la sculpture, qu'il y avait quelque chose une culture transversale d'un moment donné historique. Eh bien, ce moment historique, c'était cette liberté qui revenait pour les artistes de pouvoir produire, mais qui n'était pas encore là. Dans les années 60, ça a été un peu plus facile pour eux. Dans les années 70, ça a été plus difficile. Et dans les années 60, nous avons eu la chance de trouver de Koudelka des photos, mais pas de ces grandes séries, de théâtre, des pièces interdites qui ont été interdites en 68. Voilà ce qui nous a accrochés parce que nous trouvions que c'était un tout. Nous avons continué et nous avions sans cesse de nouvelles choses que nous voulions acheter et que nous trouvions comme un manque. Alors je reviens à Koudelka. Nous avons découvert, parce que très gentiment, quand nous avons trouvé des photos dans une salle des ventes, on nous a dit, mais attendez, nous avons le programme de certaines pièces. Mais j'ai dit, mais surtout, ça m'intéresse. Vous voyez, c'était un effet de cascade. Une chose vient en entraîne d'une autre. Nous avons découvert que Musset, qui est un grand poète français, avait été joué. Et puis aussi, Françoise Sagan, qui a écrit Bonjour Tristesse, et donc qui a écrit une pièce qui s'appelle Château en Suède. Et j'ai ici le programme de Château en Suède et les photos de Château en Suède prises par Koudelka, qui se plaçait au centre du plateau. Et ça, c'est une technique très extraordinaire. Ça lui faisait prendre des photos très contrastées, en noir et blanc, avec les faciès des acteurs, les mains extrêmement mis en valeur, si vous voulez, sur différents plans, le fait d'être au milieu d'eux, de ne pas prendre une photo de star, mais la photo de quelque chose qui est en train de se passer, ce qui est le vrai sens du théâtre. Et Koudelka a dit que, après ça a été fini, il a émigré, il a pu faire ça jusqu'en 68, après le théâtre a été fermé, donc j'ai eu beaucoup de chance de trouver les photos, il est parti, il s'est expatrié, mais il a dit que cette expérience théâtrale, quand il était très jeune, il avait 20 et quelques années, c'est ce qui l'a aidé à se mettre où il fallait
pour prendre une photo qui soit vivante, échelonnée dans l'espace, mais qui donne des réminiscences au-delà de l'actuel, quelquefois d'un passé. C'était le cas des Gitans. Raconter l'histoire des Gitans à travers une photo. Nous parlons bien sûr de Józef Koudelka, l'un des plus célèbres photographes au monde. Voilà, exactement, et qui a couvert l'entrée des chars à Prague par des prises de vue magnifiques, où il était aussi placé, vous le remarquez, au centre de l'action, au péril de sa vie, au centre de l'action. Les autres photos de reportage sont beaucoup plus lointaines. Donc, cette expérience théâtrale de Koudelka, nous l'avons découverte, nous avons acheté, bien évidemment. Claude de Saint-Pierre, se concentrer sur la période années 60, années 70 et peut-être un petit peu après, c'est évidemment une période cruciale pour la Tchécoslovaquie, avec l'écrasement du printemps de Prague. Est-ce que l'on sent dans votre collection, dans le récit que vous avez eu des artistes que vous avez pu rencontrer, une rupture ou un changement progressif après ce mois d'août 1968 ? Alors, je pense que les années 60, évidemment, sont complémentaires des années 70, différentes. Vous avez des artistes qui ont profondément vécu dans ce qu'ils ont fait, ce à quoi vous faites allusion. C'est par exemple Miroslav Tichy qui est là, qui était en asile psychiatrique et soigné, parce que, si vous voulez, il était étudiant aux Beaux-Arts, il est tombé dans cette atmosphère particulière où un artiste ne pouvait plus produire. Donc, il s'est retiré dans son village, malgré, si vous voulez, un très haut niveau de culture qui aurait pu lui faire ambitionner une vie tout à fait autre. Et vous savez certainement ce détail, que Miroslav Tichy s'est mis à vivre en anti-portrait de l'homme socialiste. On ne se peigne, je vous fais le portrait qu'il en a fait lui-même. On ne se peigne plus, on ne se lave plus, on raccommode ses vêtements avec des petites pièces qu'on met ici à droite, à gauche. On ne fréquente que qui on a envie de fréquenter et on vit comme on a envie de vivre, même si l'homo economicus ou l'homo soviéticus ou l'homo socialiste ne devrait pas vivre comme ça. Donc il a été considéré comme une honte. Il a pris des photos floues parce qu'elles étaient toujours prises de loin. Avec un appareil fait main, je crois. Avec des appareils qu'il a fabriqués lui-même, qui étaient à base de carton, avec une optique qui quand même fonctionnait, mais ne lui permettait pas de faire des photos d'une très grande qualité. Mais la qualité de ces photos, c'est, comme j'en parlais pour Koudelka, c'est le 2e ou 3e degré de tout grand artiste qui sait, à travers une apparence, faire comprendre une histoire. Et il suffit de voir une photo, principalement des femmes, de ce grand photographe Tichy, pour comprendre ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire, voilà, ce moi intime qui se plie, ou alors qui évolue, mais qui n'est pas indifférent. Vous l'avez expliqué, votre collection s'est faite naturellement, de fil en aiguille, des rencontres évidemment. Est-ce que vous gardez contact avec des amis de République tchèque ? Comment est-ce que vous avez fait pour comprendre ? Est-ce que vous êtes passé par l'anglais ? Est-ce que vous avez commencé à comprendre un petit peu le tchèque ? Comment ça s'est passé tout ça, toutes ces rencontres ? Alors, ces rencontres se sont passées dès le début en anglais. Nous avons bien sûr appris les mots courants tchèques, mais vraiment pour un contact très, très immédiat, si vous voulez. Bonjour, au revoir, combien doit-on ? Tiens, j'aimerais ça, avez-vous ça au restaurant, etc. Un contact d'affaires, oui, nous avons reçu des Tchèques, mon mari, pour affaires, si vous voulez, notamment en Bretagne. Et nous avons également offert une maison de pêcheurs que nous avons en Bretagne pour que des amis tchèques ou des connaissances tchèques puissent venir en France à une époque où ils ne seraient peut-être
pas venu, qu'on se connaisse mieux. Claude de Saint-Pierre, votre mari Henri et vous-même, vous êtes bien sûr concentrés sur cette période des années 60 et des années 70, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez même continué avec l'art contemporain et les jeunes artistes tchèques. Dans l'entrée de votre appartement, il y a une œuvre de Krzysztof Quintera. Pourquoi lui ? Parce que nous avons trouvé que tout se tient. Et que quand vous faites une collection aussi ciblée que la nôtre, et qui comporte une telle transmission de vitalité, parce que pour survivre, il faut être plein de vitalité. Et elle était quelquefois dure à voir, cette collection, peut-être triste, je ne sais pas, on pouvait penser beaucoup de choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait une vitalité extraordinaire et une poésie, parce que la poésie, c'est aussi une forme de liberté et d'expression. Alors, pour en revenir donc plus exactement à la continuité, Quintera était en phase, comme les autres l'étaient en 50, 60, 70, avec son époque. Quintera, et comme tous les artistes, il a une boussole et il a des membres, des sens qui se prolongent un petit peu partout. Et il a trouvé que l'humain, l'homme, pose un gros problème dans la civilisation actuelle par rapport au progrès de la science. Qu'est-ce que va devenir l'homme ? Où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Ce sont des choses éternelles, des grandes questions. Et en ce moment, elles sont très fortes avec le climat qui change, avec la technologie qui va quand même peut-être trop vite par rapport à la science, qui, elle, avance lentement. Donc, j'ai trouvé qu'il était très intéressant de le mettre, bien qu'il s'exprimât d'une façon totalement différente, dans la prolongation des autres. Et nous avons acheté aussi Ashrer, qui est là. Vous voyez, cette œuvre, ce bois. Et nous sommes toujours ouverts et nous regardons toujours pour compléter, et nous continuons à acheter ce qui nous semble des jalons de cette quête de ce pays extraordinaire que nous appelons la République tchèque et dont nous parlons à tous nos amis jusqu'à ce qu'ils aient les oreilles qui sonnent. Difficile question pour vous, Claude de Saint-Pierre. Si vous aviez un artiste tchèque à choisir, lequel ? Très difficile. Très difficile. Alors, si j'en avais un, j'aurais son frère. Alors, c'est-à-dire que j'aurais Shima, parce qu'il me pose des questions très proprement existentielles. Shima s'est interrogé sur le cosmos. C'est l'interrogation que nous essayons d'aller sur Mars. Mais je ne sais pas si en allant sur Mars, ceux qui programment d'y aller, s'interrogent sur le cosmos. Tandis que lui, Shima, a vu la foudre en boule, et c'est ça que j'aime beaucoup chez les Tchèques, il a vu la foudre en boule, et à partir de là, il a extrapolé sur le cosmos. Et ça a nourri ses rencontres avec le grand jeu, avec la poésie, et sa possibilité de transcrire, si vous voulez, cette angoisse existentielle. Donc Shima, il s'est sans cesse renouvelé. Il est très dur, difficile à comprendre, mais il était éminent. Pour moi, c'est éminent. Il est dans la ligne de Kupka, de tous les grands. Et puis, j'allais dire, son frère temporel, c'est Mahler. Mahler, non seulement qui sautait à la perche, je crois, ce qui veut dire qu'il avait déjà un envol sportif, mais qui aussi a ressenti, non pas la foudre en boule, mais a été sensible un jour à quelque chose d'extraordinaire, que vous savez sans doute. Il l'a raconté. C'était repris dans le catalogue de l'exposition. Un jour, dans les années 70, les fameuses années 70, peut-être sous la pression d'événements particulièrement forts, il était particulièrement retiré en lui-même. Il prétend, il dit, il raconte qu'il a vu à l'intérieur de son corps. Qu'il a vu à l'intérieur de son corps. Là, voilà foudre en boule.
l'autre voit l'intérieur de son corps. Moi, c'est des choses qui me ravissent, si vous voulez. Et donc, les œuvres qu'on a là, ce sont ces discours autour d'une table avec des amis. Alors, si je devais emporter dans un incendie en me précipitant sur les pompiers, d'abord, je sauverais la famille qui est peut-être là, et puis ensuite, c'est Ashima et Amalir. Grande exposition au Centre Pompidou en 2020. Vous avez été satisfaite du résultat ? Nous avons eu, avec Bernard Blistein, le directeur du centre, une coopération pleine d'humour. Parce que lui disait, vous savez, les conservateurs, ils disent en toute honnêteté qu'ils connaissent tout et rien. Ils ne peuvent pas connaître la peinture, les œuvres du monde entier. Et on leur demande d'être ouverts au monde entier. Et la Société des Amis du Centre Pompidou, c'est le monde entier. Pompidou est quand même le deuxième, si je ne me trompe, musée de cette importance, avec des grandes collections. Donc, nous avons eu de très bons contacts avec Blistein, qui est curieux par nature, parce qu'il dit, moi je ne sais rien. Il part toujours du principe que plus il en sait, moins il en sait. C'est un peu vrai. Alors, il est venu ici, il m'a dit, mais je connais presque rien. Oh, mais c'est à ça que servent les collectionneurs. Donc, un homme très ouvert. Et quant à Karolina Ziebinska, elle a été formidable. Elle est polonaise, donc elle savait un petit peu le contexte, même bien le contexte. Et ce qui l'a interrogé dans notre accrochage, c'est la transversalité. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que nous avons des toiles, nous avons des sculptures, nous avons des photos, nous avons des documents, et nous pensons que tout ça fonctionne ensemble. Alors, je dois dire que c'est dans le vent maintenant, ça l'était, mais plus, et que Bernard Blistein, avant de quitter sa présidence, sa direction de Pompidou, a préconisé des couloirs dans les expositions, de façon à nous montrer pas seulement des chefs-d'œuvre, côte à côte, avec une explication tout à fait belle et intéressante, mais sans les détails. Et il y a des détails qui parlent. Et maintenant, il y a des petits couloirs adjacents dans lesquels on trouve photos, lettres, etc. Livres, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la littérature, les livres tchèques sont un exemple, c'est magnifique. Les plus grands ont illustré des livres qui se vendaient très bon marché. Moi, j'admire, je trouve ça sensationnel. Et ici, nous avons par exemple collectionné ce collage de Jiří Kollár. Jiří Kollár. Parce qu'il illustre un livre. Et nous avons un autre exemple avec Stirsky, là-bas, le surréaliste, qui illustre un autre livre. Et c'était, vous voyez, comme quoi tout se tient est interconnecté. On ne peut pas le séparer. On ne peut pas montrer des photos, séparer des livres, séparer de toiles, de sculptures, comme nous avons là-bas, une sculpture de Colibal, avec une photo prise par un autre grand artiste de sa sculpture. Claude de Saint-Pierre, avez-vous l'impression de comprendre les Tchèques, de connaître les Tchèques ? Je ne peux pas dire que je les connais, parce que ce serait vraiment très orgueilleux de ma part. Je dis que je suis admirative de ce qu'ils ont produit. Je dis qu'ils sont complémentaires de nous Français. Pourquoi ? Parce que nous sommes quelquefois trop cartésiens. Vous savez, pouf, paf, tac, clac. Et puis en même temps, nous sommes, on a pas mal de petits défauts, comme tout le monde. Mais je dirais que les Tchèques, à la rencontre avec le peuple tchèque, avec Prague, avec Brno, nous a fait réfléchir à nous-mêmes, à donner un sens à beaucoup d'options que nous avons prises après par rapport à des événements. Donc ça va beaucoup et bien au-delà d'une collection, avec des amitiés que nous gardons, qui viennent nous voir, mais aussi, vous voyez, je le dis très nettement, nous ne serions pas aujourd'hui aussi comme nous étions il y a tout simplement 30 ans. Et c'est eux qui nous ont fait, c'est ces rencontres qui nous ont fait évoluer.
Claude de Saint-Pierre, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, ici à Paris, dans ce petit musée tchèque. C'était un plaisir. Dialogue Paris-Prague est un podcast Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.